puisqu'en 2015, suite au débat interne au parti de gauche, une nouvelle stratégie a été adoptée, qui est la stratégie plan A, plan B, qui consiste à dire on prépare un plan de sortie. Si on arrive à obtenir la négociation, par la négociation, on fait par la négociation. Si on n'y arrive pas, on sort, c'est-à-dire on prépare tous les scénarios possibles. Et ce qui a été acté en fait dans cette discussion, c'est que l'important était d'avoir ce plan préparé, mais l'existence de ce plan ne tranche pas les débats. Il reste encore des débats. Il y a une vision qui considère globalement que ce plan A, c'est-à-dire que la phase de négociation est avant tout une phase pédagogique qui vise à convaincre la population de la nécessité de la sortie. En fait, si on prépare la sortie, ce n'est pas parce qu'on voudrait absolument revenir dans le cadre national, mais c'est parce que nous y sommes contraints et obligés. Donc dans cette vision-là, le plan A serait une phase purement pédagogique qui viserait, un peu comme ce qu'a fait Alexis Tsipras en Grèce jusqu'à la période du référendum, de prouver, de montrer par l'exemple qu'on n'arrive pas à changer dans le cadre des traités européens. Et donc on est obligé de faire un référendum. Comme l'avait fait Alexis Tsipras, sauf qu'à l'issue du référendum, on dirait puisque le peuple a voté pour quelque chose, on respecte ce vote. Ça, c'est une vision, notamment la vision que portent les insoumis qui se sont rassemblés dans le collectif citoyen souvent. Et ensuite, il y a une autre vision qui est portée, qui consiste à dire que le plan B, en fait, est une menace, mais une menace dont nous avons besoin pour pouvoir négocier. C'est-à-dire que dans cette autre approche de la stratégie plan A, plan B, le plan B n'a pas vocation à être mis à exécution, mais son existence est indispensable pour être pris au sérieux par les partenaires européens, par les institutions européennes, et pour obtenir un changement. Et donc, cette vision en fait, du plan B comme menace, c'est également une vision qui existe, mais qui n'est pas celle que nous avons privilégiée dans le document que nous avons travaillé, puisque pour le document que nous avons travaillé, nous nous sommes basés strictement sur le texte de l'avenir en commun, sur les conférences des universités populaires qui sont disponibles en ligne sur le site de la France Insoumise, et sur les conférences qui ont été faites, notamment à l'université d'été de Marseille, sachant qu'un livret plan B de la France Insoumise était censé sortir pendant la campagne. Finalement, il a été retardé, il n'est toujours pas sorti, et c'est pourquoi nous avons proposé de le faire nous-mêmes, de débattre entre nous du contenu de ce travail, et de le transmettre ensuite en contribution à l'occasion de la Convention de la France Insoumise, afin que ça puisse servir de point d'appui pour les travaux futurs des économistes de la France Insoumise sur la stratégie plan A, plan B. Alors le contenu maintenant du document que vous avez, donc on commence tout d'abord par des rappels terminologiques très importants, et le plus important d'entre eux, c'est que pour nous l'Union Européenne n'a rien à voir avec l'Europe. L'UE, c'est une zone de libre-échange, au même titre que par exemple le CETA, ou d'autres zones de libre-échange. Ce n'est pas l'Europe, ça n'a strictement rien à voir avec l'Europe. Pour nous, sortir de l'UE n'a rien à voir en fait avec sortir de l'Europe. On peut même dire au contraire, sortir de ces traités de libre-échange et sortir de ces traités du libéralisme, et au contraire peut-être une condition nécessaire pour pouvoir enfin avoir des politiques coopératives et des échanges internationaux. Donc ces rappels terminologiques faits, on distingue ensuite trois phases. Alors on a préféré parler dans le document de phase plutôt que plan A, plan B, puisque là encore la terminologie plan A, plan B pouvait parfois prêter à confusion, mais on parle de phase dans le temps. On a une première phase qui est la phase de négociation, où on propose aux partenaires européens, on explique aux partenaires européens ce qui pour nous est incompatible avec notre programme, puisque si la France Insoumise était élue, elle serait élue sur un programme clair, un programme qui va en contradiction avec les traités européens actuels, et donc dans la phase 1, on dirait voici ce qu'il faudrait changer pour pouvoir appliquer notre programme, et voici l'autre Union européenne dans laquelle nous nous sentirions souverains et en conformité avec le mandat du peuple souverain qui a été mis sur l'élection et qui a également été mis en 2005, puisque je rappelle qu'en 2005, le peuple français a quand même rejeté la Constitution européenne. Donc ça, c'est la phase 1, et cette phase est couronnée, comme vous le voyez dans l'avenir en commun, par un référendum. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est le peuple français qui décidera entre accepter les résultats d'éventuelles négociations ou sortir. Et cette stratégie du référendum, pour nous, elle est extrêmement importante parce que ça veut vraiment dire que ce n'est pas une question technique, c'est vraiment une question politique, c'est un choix qui doit être fait. Et l'objectif n'est pas de mentir à la population ou de faire les choses en douce, c'est au contraire d'assumer un débat ouvert, de convaincre un maximum de gens que nous ne sortirons que si c'est nécessaire et que si c'est acté par la majorité de la population. Donc ça, c'est la phase 1, la phase de négociation. Ensuite, la phase 2, qui est la sortie de l'Union européenne proprement dite, on s'est vraiment attaché à la dédramatiser, à la politiser, à expliquer que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement complexe, c'est un scénario possible parmi d'autres, c'est un scénario dans lequel nous présentons notamment l'idée de rétablir des barrières douanières,
Alors il faut savoir que dans le programme de la France Insoumise, le rétablissement de barrières douanières est prévu dès notre arrivée au pouvoir, en tant que mesure d'urgence, notamment pour mettre fin au dumping social et environnemental provoqué par l'arrivée sur le sol français de marchandises issues du travail d'enfants ou de l'esclavage dans des pays étrangers. Donc il y a cette dimension de protectionnisme écologique et social qui serait donc aux frontières du pays. Il y a ensuite la dimension monétaire. Alors c'est celle qui est la plus technique. Donc là je laisserai sur ce plan-là Yazid de compléter sur la question monétaire, donc le fait de sortir de l'euro, monnaie unique, donc de revenir à une monnaie nationale, et ensuite dans un second temps d'envisager la possibilité d'une monnaie commune avec les pays qui le souhaiteraient. Et donc cette partie-là sera plus développée par Yazid, et c'est notamment une position qui est défendue par Frédéric Lordon. Et enfin, il y a l'aspect de la dette, puisque quelque chose qui est parfois méconnu, c'est que les traités européens obligent les États membres à emprunter auprès des marchés financiers. Et c'est ce qui explique en fait pourquoi les pays européens ont une telle dette, une dette abyssale, et plus on mène de politiques d'austérité, censées réduire la dette, plus la dette se creuse, puisqu'en fait c'est le mécanisme même d'être obligé d'emprunter auprès des marchés financiers qui provoque cette dette infinie. Et donc une des mesures que nous prendrions, ça serait de faire défaut sur cette dette. Donc tout ça, là encore, on s'appuie sur ça, sur le programme de l'avenir en commun et de la France insoumise. Et comme je l'ai dit, donc nous sortirions par référendum. Alors sachant qu'il y a des débats, vous verrez dans le texte, puisqu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut sortir par l'article 50. Et l'option, nous, que nous avons pris dans ce texte, c'était de dire que le faire par article 50, ça prendrait plusieurs années, comme ce que fait le Royaume-Uni. Et nous, au contraire, on considère que si le peuple français s'exprime pour la sortie des traités, dans ce cas-là, cette option-là doit s'imposer. Et donc cela oblige à revoir la Constitution, puisque dans la Constitution française de la Ve République, il y a des références à l'Union européenne, et ça oblige à revoir tout le droit et à mettre le droit national au-dessus du droit européen. Sachant que pour développer sur ce thème-là, il y a une édition programmatique qui a été faite, là encore sur le site de la France Insoumise, de Aurélien Bernier et Coralie Delhomme, qui ont développé la question de la supériorité du droit national sur le droit européen. Ensuite, il y a la phase 3, qui est la phase de coopération. Alors là encore, c'est important de distinguer les trois phases, parce que évidemment, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas une sortie pour rester entre nous, c'est vraiment une sortie pour coopérer. Néanmoins, il y a bien une phase chronologique dans le temps, où pour pouvoir coopérer et proposer de nouvelles alliances, on est bien obligé d'être sorti. On ne peut pas passer directement du système actuel à un système d'alliance, sans d'abord que chaque peuple d'Europe retrouve sa souveraineté. Donc la partie de la sortie est nécessaire, c'est une étape indispensable, même si évidemment elle n'est pas suffisante. Elle a un objectif qui est d'arriver vers une coopération entre pays souverains. Sur ce plan-là, on insiste sur le fait que la France doit commencer par donner l'exemple, montrer l'exemple, et notamment sur la question du franc CFA, puisque ça c'est une chose qui est peu connue, mais les politiques monétaires européennes impactent les pays d'Afrique qui sont dans la zone CFA. Puisqu'en fait le franc CFA, donc qui existe encore alors que le franc n'existe plus, est arrimé à l'euro, et ça c'est Sonia qui développera ce point-là. Selon le temps qui reste, à mon avis il n'y aura pas beaucoup de temps, mais oui, peut-être deux mots sur le Tu feras préciser sur le franc CFA, puisque ça c'est une chose qui est très peu connue. C'est un vestige du passé néocolonial de la France. Et pour nous, il est évident que la France doit montrer l'exemple. Donc évidemment, quand on propose de nouvelles coopérations, de nouvelles alliances, c'est pas pour remplacer un impérialisme américain ou un impérialisme allemand par un impérialisme français. Et c'est même d'ailleurs un des points qui peut faire débat, qui peut faire l'objet de discussion, puisque finalement, on fait souvent l'accusation de repli national aux partisans du plan B qui n'ont pas forcément un plan de rechange. Sauf que ce qu'on appelle le repli national, parfois, c'est peut-être simplement le respect de la volonté des peuples. Peut-être que d'autres pays d'Europe n'ont pas envie tout de suite de faire une autre Europe, une autre monnaie, autre chose. Peut-être qu'il y a des pays qui demandent simplement qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse avancer à leur rythme, qu'on les laisse faire des coopérations à leur rythme. Donc le fait de ne pas avoir automatiquement une proposition de rechange ne veut pas forcément dire qu'on est dans le repli national. Peut-être que ça veut parfois dire qu'en fait on est respectueux aussi du temps que ça prendra. Ça peut prendre plusieurs années avant de rebâtir des coopérations. Et donc là encore, ce sont des sujets qu'on a laissés ouverts au débat et à la discussion, puisque le but de ce texte n'était pas de tout trancher, n'était pas de faire un point abouti, mais plutôt une base de travail sur lequel après chacun d'entre vous peut s'emparer de ce texte, le présenter, en débattre dans vos groupes, en débattre autour de vous, même pas forcément que dans le cadre des Insoumis, en débattre de manière contradictoire, mais en tout cas qu'il y ait une base de travail
sur laquelle on puisse discuter et sur laquelle on puisse avancer sur ces propositions. Donc maintenant, je vais laisser peut-être Emmanuel faire un petit complément sur la question du référendum. Disons que ça, c'est la question du référendum, elle se pose par rapport à la technique de sortie, puisque donc Ramzi a évoqué l'article 50. L'article 50, en principe, il est la voie normale de sortie, c'est même la seule. On est en train d'en voir les effets sur le Royaume-Uni, et on voit très bien que sortir par l'article 50, c'est se mettre dans la main, j'allais dire, de nos ennemis, enfin en tous les cas de l'Union européenne telle qu'elle est, qui a obligatoirement comme objectif de démontrer que ceux qui sortent sont les perdants. C'est ce qu'ils essaient de faire avec le Royaume-Uni. Donc, ils ont un avantage, dès lors qu'on passe par l'article 50, c'est qu'ils ont le temps avec eux. Et donc là, ils sont en train d'arrêter les négociations. Barnier est reparti en faisant les déclarations d'usage. Et donc, pendant ce temps-là, si nous le faisions, le Royaume-Uni a tout de même une chance, entre guillemets, c'est qu'ils sont gouvernés par un gouvernement de droite et qu'il ne s'agit absolument pas ils sortent absolument pas pour faire une révolution citoyenne. Si nous sortions dans ces conditions-là, on aurait tous les marchés contre nous. Toute la spéculation possible sur les seconds marchés, les taux d'intérêt concernant la France qui s'envoleraient. Donc, pour nous, le temps est compté. Et donc, il ne s'agit absolument pas que là, c'est parti pour, avec le Royaume-Uni pour durer des années. Nous, on n'a absolument pas cette possibilité-là. Si ça traîne des années, on aura, ça sera le chaos. Et à partir de ce moment-là, on n'aura aucune crédibilité, aucune légitimité, même vis-à-vis du... Vous aviez de bonnes intentions, mais vous n'avez pas la compétence pour le faire. Donc, la seule façon de couper court à toute cette spéculation, c'est de sortir vite. C'est en ça que le référendum est la meilleure solution, et c'est la solution qui est susceptible. Alors, il faut quand même réussir le référendum, il faut prendre le risque, mais c'est la solution qui est susceptible de nous donner le maximum de légitimité vis-à-vis de l'Europe, et je dirais le maximum de légitimité législative, parce qu'il est bien évident qu'il y aura au sein de la France, avec l'appui de l'Union européenne, toutes les tentatives via le Conseil constitutionnel pour censurer toutes les dispositions qu'on prendra. Donc c'est en ça que le référendum, c'est la solution la meilleure sur le plan du déroulement temporel et sur le plan de la force démocratique. Voilà. Oui. Et sur un plan politique aussi, parce que sur un plan politique aussi. Il y a des gens qui sont 5, la droite aussi avec... Donc voilà la droite. Elle est seule ou sortir. Alors, j'avais proposé à Ramzi, que j'ai commencé déjà à aborder un petit peu avec certains membres du collectif des citoyens souverains, c'est les modalités de la sortie. Parce que je pense que ce qui est intéressant... le micro, vous entendez pas? C'est mieux là? Oui. En fait, ce qu'on constate, et qui est plutôt une bonne nouvelle, enfin ce que je constate moi, ça c'est un sentiment partagé, c'est que le camp des gens qui sont favorables, en tout cas qui entendent le propos sur la sortie de l'euro, il commence à grandir. Ces rangs commencent à grossir. De plus en plus de gens autour de nous, dans la société, commencent à se poser sérieusement la question. Donc le débat est posé. Il faut sortir de l'euro, donc il y a un certain nombre de personnes qui commencent à en être convaincues. Maintenant, le problème en fait de cette question de l'euro, c'est qu'en même temps, le fait de dire qu'on en sort, c'est à la fois un pas de géant, et en même temps, on n'a pas dit grand-chose. Parce que le problème fondamental qui va se poser par rapport à la sortie, c'est pas le fait de vouloir ou pas sortir, c'est comment est-ce qu'on veut sortir. Parce qu'en soi, cette question-là, elle emporte des conséquences qui peuvent faire que la sortie que nous on imagine, elle soit à milieu de ce qui se passe en vrai. C'est pour ça que moi, ce que j'avais proposé à faire dans le document que vous voyez là, c'est les petits amendements de fin, c'est commencer à esquisser
un plan de travail concret qui nous permette de prévoir ce à quoi ressemblerait une sortie de l'euro. Et alors déjà, il faut qu'on se fixe des objectifs. Moi, je pense que l'objectif premier qu'on poursuit dans une sortie de l'euro, c'est celui du recouvrement de la souveraineté, qu'elle soit monétaire, économique ou même politique, parce qu'en vrai c'est ça le sujet, hein. C'est pas un sujet strictement économique dont on parle. Il s'agit effectivement un petit peu de défauts et de problématiques de balance de solde de l'État, etc., etc. Mais in fine, ce dont on parle là, c'est des questions strictement politiques. Un recouvrement de la souveraineté. Très bien. Mais dans un sens qui se veut internationaliste. C'est-à-dire qu'on est un camp de personnes qui ne militons pas en faveur de ce que Marianne et Le Point appellent le repli national. Et donc c'est ça qu'il faut penser. Penser un recouvrement de la souveraineté monétaire, économique et politique qui se conjugue à un véritable effort internationaliste. C'est ça notre défi en fait. Alors déjà, je pense qu'il y a une première chose sur laquelle il faut qu'on se mette tous d'accord, c'est que la sortie de la France de la zone euro, et donc de l'UE, entraînerait à mon sens ipso facto la dissolution de la zone de l'eurozone, tout simplement. Pour au moins 2 raisons. La première raison, elle est, je pense, d'ordre politique, symbolique. C'est que, en fait, cette zone euro, elle perdrait un pays fondateur de la communauté économique européenne, la deuxième économie de la zone, et je pense à un des pays qui, pour le meilleur et pour le pire, a été un pilier dans la constitution de ce qu'on appelle un petit peu l'identité européenne. Donc voilà, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique et politique, la sortie de la France serait à mon sens un camouflet que la construction européenne ne pourrait pas se permettre. Donc la première chose. Et surtout en termes strictement économiques, une sortie de l'euro concrètement, là je parle surtout pour les pays de l'Europe du Sud, elle impliquerait, quand on parle de Portugal, de Grèce, d'Italie et d'Espagne, on parle de pays qui sont déjà extrêmement tangents en termes de compétitivité. Le fait de voir la France, donc un de leurs partenaires commerciaux majeurs, recouvrer une souveraineté monétaire et donc avoir une monnaie qui est dépréciée à hauteur de 30 ou 40% de sa valeur, ça les mettrait dans une situation qui est économiquement intenable, où les déséquilibres de la balance commerciale, de la balance courante, de la balance des paiements deviendraient tels que ces pays-là seraient dans l'obligation de sortir de la zone euro dans les 2 ou 3 semaines qui suivent en fait. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut qu'on pense la sortie de la France. C'est que nécessairement, la sortie de la France, elle implique l'explosion de la zone euro. Et donc il y a un nouvel ordre économique, un nouvel ordre monétaire mondial à concevoir, nous en tant que Français. Je pense que c'est vraiment important qu'on se pose la question. Surtout nous qui avons à l'esprit quelque chose qui serait, comme le disait Ramzi tout à l'heure, de l'ordre de la reconstruction d'un commun à l'échelle du continent, mais que ce soit un commun évidemment qui soit progressiste, humaniste, écologiste, etc. etc. Alors du coup, comme il le disait très bien aussi Ramzi tout à l'heure, je pense que ça se fait en 2 temps. Il y a effectivement la partie initiale du plan, c'est-à-dire que concrètement, on commence par sortir. Et donc quand on commence par sortir, on se pose la question de ce qu'on fait nous, sans regarder forcément ce qui se passe ailleurs. Et donc là, à notre niveau, il faut qu'on se demande ce qu'on fait de ce franc. Donc là, je vais parler en termes strictement économiques. Qu'est-ce qu'on fait de ce franc? À mon sens, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur un élément qui me semble fondamental, c'est qu'on ne reviendra pas à un régime de change fixe. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails techniques, mais en gros, revenir à un système de change fixe, ça voudrait dire qu'on fixe notre monnaie par rapport à un étalon. En l'occurrence, le seul étalon qui existe aujourd'hui depuis 1973, vous le savez très bien, ça s'appelle le dollar. Donc en gros, on ne reviendra pas à un système de change fixe parce qu'on ne connaît pas la valeur que le marché accorde à notre monnaie par rapport au dollar, donc c'est impossible de fixer un niveau. Et aussi parce qu'en termes politiques, ça serait quand même étonnant qu'on sorte d'un asservissement pour entrer dans un autre. Donc ça serait un petit peu étonnant. Je pense qu'on passe par une phase nécessaire de flottement de notre monnaie. Donc on la laisse en fait aller et venir sur le marché à une condition. Elle est d'ailleurs spécifiée dans le projet, dans le texte que vous avez sous les yeux, c'est qu'on va contrôler l'échange. C'est-à-dire que la convertibilité de notre monnaie, elle va être limitée. C'est-à-dire qu'elle doit être assise sur des échanges commerciaux réels. On sait très bien que sur le marché d'échange, aujourd'hui 90% des échanges sont purement spéculatifs. C'est d'ailleurs ce qui fait le drame d'un certain nombre de monnaies qui s'effondrent. On a eu le cas du Brésil par exemple il y a quelques temps. Donc nous, c'est ce qu'on va faire en fait. On va laisser, à mon sens, après c'est une opinion, flotter notre monnaie en conditionnant en fait l'échange de devises à une réalité commerciale. Et c'est en fait comme ça qu'on saura à quel niveau est-ce que notre monnaie doit s'établir pour qu'on restaure une bonne santé, notamment de la balance commerciale, dont vous savez qu'elle est structurellement déficitaire depuis qu'on est rentré dans la zone euro. Et donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, dans un second temps, je pense qu'intervient du coup la question de comment est-ce qu'on veut articuler notre politique monétaire à celle des autres pays. Là, on parle de choses qui vont se passer au bout de 2, 3, 4 mois. Donc il faudra quand même être assez rapide. Concrètement, si vous voulez, on va se retrouver assez rapidement dans une situation
où en gros notre monnaie à nous, le franc, aura perdu 30% de sa valeur ou 40% de sa valeur par rapport aux marques et par rapport à la monnaie autrichienne, par rapport à la monnaie finlandaise, par rapport à la monnaie, en fait les pays d'Europe du Nord. On va avoir des pays de l'Europe du Sud qui, du coup, du fait de leur sortie, vont être obligés de pratiquer la même politique que nous et vont se retrouver avec des monnaies qui valent encore moins que la nôtre. Et donc se posera assez rapidement la question de qu'est-ce qu'on veut faire à l'échelle de notre continent? Est-ce qu'on veut en fait restaurer une souveraineté monétaire stricte, c'est-à-dire qu'on laisse les monnaies se confronter les unes aux autres sur le marché d'échange, chaque banque centrale intervenant comme elle le souhaite pour garantir le niveau, ou est-ce qu'on veut reconstruire quelque chose qui soit de l'ordre du commun monétaire? Moi je crois plutôt à la deuxième solution. Pourquoi? Parce que je pense que, et là peut-être je m'éloigne un petit peu des conclusions de Frédéric Lordon parce que lui il ne va pas aussi loin, je pense que la constitution d'une monnaie commune pourrait vraiment être la première étape pour qu'on subvertisse en profondeur l'ordre économique qui a été institué par Bretton Woods. Parce qu'on sait très bien qu'à Bretton Woods, il y avait deux motions en gros, hein. Il y avait deux écoles. Il y avait l'école White du côté du Royaume-Uni, qui était celle des États-Unis, qui est celle qui l'a emporté. Hein. C'est en gros faire de l'or l'étalon, et la seule monnaie qui est convertie en or, c'est le dollar. Et puis il y avait l'école britannique, qui était celle de Keynes, qui était l'institution du Bancor, donc une monnaie de réserve internationale, associée à une chambre de compensation internationale, et donc la libération des échanges économiques, du système de marché d'échange, et puis surtout du chantage au dollar, qui est vraiment une des plaies de l'ordre monétaire international. Et donc c'est là que je pense qu'il est vraiment intéressant pour nous, je ne vais pas trop m'attarder, hein, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à dire, je pense qu'il est vraiment fondamental qu'on pense à nouveau frais cette question de la monnaie commune, qui à mon sens pourrait nous permettre de voir beaucoup plus loin que le simple recouvrement de la souveraineté à l'échelle du pays, mais vraiment penser quelque chose qui nous permette à tous, et quand je dis tous c'est l'échelle de l'humanité, d'avoir un ordre monétaire qui soit enfin libéré de la spéculation et de la toute-puissance des Américains qui sont capables du coup de légiférer même hors de leur pays. On a vu ce que ça a donné avec des amendes qui sont infligées à des entreprises parce qu'elles commercent en dollars avec Cuba, avec l'Iran, avec le Soudan. Voilà. Donc en deux mots, je pense que vraiment l'esquisse qu'il faut donner à notre sortie de l'euro, c'est une esquisse qui commence par une phase où nous, avec notre franc, on recouvre une souveraineté monétaire, une compétitivité, et donc enfin on peut se reconstituer en économie réellement productive. Et un second temps, qui à mon sens est nécessaire hein, pour des gens qui se disent réellement de gauche, où on va commencer à penser un nouveau commun monétaire qui soit réellement progressiste et qui puisse servir à tout le monde. Voilà. Merci, c'est bien. Alors, moi, ça va être assez rapide en fait. Donc, il y a une partie, donc la dernière partie, comme l'a dit Ramzi, c'est une partie qui se concentre sur les coopérations, les nouvelles coopérations internationales, et sur la question, donc à partir, c'est la page 10, et à partir donc de la ligne 391. Et sur la question du franc CFA, donc je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du franc CFA, mais qui est une monnaie coloniale en fait, qui reste une monnaie coloniale. Et je pense, en fait, je voulais rebondir pour pas dire tout ce qui est écrit ici, parce que voilà, on a essayé de résumer, de synthétiser. Je pense qu'aussi sur cette question des plans A, plans B, sur la question de la souveraineté monétaire, on a tout intérêt aussi à s'inspirer justement de ce qui se dit en Afrique. On sait qu'il y a un front anti-franc CFA qui grossit, qui est présent, et il y a des débats extrêmement intéressants. Voilà, donc c'est 15 pays, donc ce sont 15 pays avec les Comores. Voilà, il y a la zone franc, ce sont deux francs en fait, et deux francs CFA et le franc comorien qui regroupe 15 pays. Et on voit que c'est ce franc qui est attaché à l'euro empêche, selon pas mal d'économistes, empêche aussi les pays africains concernés de se développer. C'est-à-dire qu'en gros, comment peuvent-ils se développer en pratiquant la même politique monétaire que l'Allemagne? C'est la question qui peut se poser. Donc là-dessus, voilà, ce front, il y a des ouvrages qui sont sortis récemment aussi sur ce sujet. Je pense, et c'est là-dessus que je voulais insister, qu'on a tout intérêt aussi à écouter ces débats sur la souveraineté monétaire, et donc pour reprendre le titre d'un ouvrage sorti récemment, collectif, sur la servitude monétaire qui constitue le franc CFA, parce que voilà, beaucoup d'économistes en Afrique ont déjà réfléchi à cette question, savoir ce que c'est que la souveraineté monétaire, savoir ce que c'est qu'une monnaie aussi. Est-ce que une monnaie c'est simplement voilà, un
moyen d'échange ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que, donc, je pense sur cette question pour rendre, parce que sur la question de savoir comment faire en sorte que l'Union européenne, la sortie des traités européens puisse être une question populaire et popularisée et s'inspirer de ce qui se dit, de ce qui se fait en Afrique aussi au sein de la zone CFA, c'est très important. C'est-à-dire ne pas non plus agir comme si nous, avec l'euro, on vivait quelque chose que les autres n'avaient absolument jamais subi. Non, il y a des peuples qui ont subi la servitude monétaire, une servitude autrement plus forte. Et je pense, voilà, on a tout intérêt à se pencher, à se tenir informé de ce front anti-CFA qui grossit et qui, à mon avis, va grossir encore et encore. Et probablement, peut-être qu'un plan de sortie, voilà, il y a déjà des plans de sortie de la zone CFA envisagés. Et là aussi, peut-être que des débats pourraient avoir lieu entre des économistes, des personnes intéressées à ces questions. Et je termine là-dessus. Merci. Bon, alors, je me présente déjà pour commencer. Donc, je m'appelle Olivier Delorme, je suis romancier et je suis historien de la Grèce, notamment, et des Balkans, sur lequel j'ai écrit 3 volumes chez Gallimard. Et c'est, pour tout vous dire, le livre qui me fait inviter ici, qui s'appelle 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe. Il est sorti évidemment d'une réflexion, même si j'ai toujours été très critique vis-à-vis de la construction européenne, il est sorti d'une réflexion sur ce qu'on a appelé la crise grecque, et qui n'est pas une crise grecque, qui est avant tout une crise des déséquilibres budgétaires, fiscaux, de commerce international qu'induit l'existence même de l'euro. Donc voilà, donc c'est un petit peu à partir de cet exemple grec que j'ai pris le risque d'écrire ce livre, risque parce que voilà, c'est un engagement. Alors, pour finir dans ma présentation, je ne suis pas engagé auprès des Insoumis, même si, comme Frédéric, nous pouvons nous définir comme des compagnons de route, parfois critiques. Et donc, je vais peut-être soulever ici quelques lièvres ou quelques points qui feront peut-être débat sur la stratégie. Ce que je voudrais dire aussi en introduction, c'est que je suis très content de voir qu'on s'intéresse aux modalités de sortie. Et qu'on commence à réfléchir vraiment positivement sur comment on fait pour sortir de ce bourbier. La deuxième chose que je voudrais dire en complément de ce que tu as dit, c'est que depuis que j'ai sorti mon histoire de la Grèce et des Balkans, j'ai beaucoup tourné en France. C'était en 2013. Parce que ça a beaucoup inquiété beaucoup de gens, ce qui se passait en Grèce. Et ce qui se passe en Grèce, c'est 5 ans avant ou 10 ans avant ce qui nous guette. Et donc j'ai été surpris, en réalité, de la manière dont le discours sur la sortie de l'euro est aujourd'hui pris par beaucoup de gens avec beaucoup de calme, contrairement à ce qu'on pense dans certains cercles politiques, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure en conclusion. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que la société française est prête à entendre un discours, pourvu que ce discours soit argumenté, qu'il soit clair. Je vais revenir à plusieurs reprises sur cette clarté nécessaire, à mon avis, et que la pédagogie soit faite. Et qu'on ne se cache pas derrière son petit doigt. Je vais y revenir tout de suite à partir des plans A, plan B. Donc, je vais essayer d'être court, je suis très bavard, donc... donc je vais essayer d'être court. J'ai articulé mon propos en 4 points principaux après avoir lu votre document. Le point liminaire, c'est un point de principe.
C'est-à-dire que j'aimerais qu'on arrive à dire clairement que l'Union européenne n'a rien à voir avec l'internationalisme. Frédéric l'a écrit avec Jérôme Maucourant d'une manière extraordinairement claire et précise dans La Sociale, c'est ça ? Voilà. Le projet européen tel qu'il sort du traité de Rome n'est pas un projet de coopération internationale. C'est un projet de guerre froide et rien d'autre. C'est un projet d'organisation de l'Ouest de l'Europe dans le cadre de la guerre froide. L'Union européenne est un instrument de guerre froide dès sa naissance et le reste aujourd'hui. Que la gauche ne soit pas capable aujourd'hui de dire ça clairement, d'en faire la pédagogie et d'affirmer que ce projet est un projet américain. Alors, ça panique beaucoup de gens de voir aujourd'hui, ça panique beaucoup de gens aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne de voir que le créateur se désintéresse de la créature, parce qu'en réalité, Trump a une vision du monde dans lequel cette Union européenne n'a plus vraiment d'intérêt dans sa stratégie mondiale. Qu'on ne soit pas capable de dire ça, qu'on ne soit pas capable de dire que ça n'est en rien un projet qui est fondé sur la coopération et en tout fondé sur la concurrence. Dès le départ, alors Frédéric, quand je lui ai fait lire certains chapitres de ce livre, parce que je ne suis pas économiste, donc les chapitres économiques, je lui ai demandé de les relire, il les a relus, il m'a fait beaucoup de choses qui m'ont permis de l'enrichir. Il m'a fait remarquer qu'au départ, dans le traité de Rome, c'est la concurrence libre, non faussée. Voilà, et elle devient libre avec l'acte unique européen. Et donc, mais c'est bien la concurrence qui est au cœur de cette construction et pas la coopération. Donc si vous voulez, pour ces deux raisons, nous ne devrions pas... J'ai oublié de me situer politiquement. Je viens de ce qui, à l'époque où ça avait un sens, ça n'en a plus aucun aujourd'hui, je vous rassure, s'appelait le gaullisme de gauche. Donc voilà, qu'à gauche aujourd'hui, on n'ait pas le courage d'affirmer ces deux choses-là, que l'Union européenne est une construction de guerre froide et que l'Union européenne n'est pas une construction de coopération mais de concurrence, et que donc c'est pour ces raisons-là fondamentalement qu'il faut en sortir pour ensuite rebâtir autre chose, et qu'il ne faut pas avoir honte de vouloir en sortir. Il ne faut pas se cacher derrière des arguties, derrière une conjoncture. Le rejet de cette Union européenne n'est pas un rejet conjoncturel, c'est un rejet de principe. Et on doit le dire. Voilà. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, vous me permettrez d'avoir quelques réticences sur l'articulation plan A, plan B. Vous l'avez dit tout à l'heure, la question du temps sera une question absolument cruciale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un gouvernement qui arriverait avec l'idée de faire la politique, de faire une autre politique, eh bien, il aurait immédiatement tout l'appareil européen contre lui. Et il aurait évidemment tous les spéculateurs contre lui. Et donc la phase du plan A, non seulement n'aboutira à rien parce qu'elle ne peut aboutir à rien, et ça il faudrait quand même arriver également à le dire, c'est une illusion totale, complète, de penser qu'on peut obtenir quoi que ce soit d'autre que cosmétique d'une négociation avec les partenaires européens. Pas seulement avec l'Allemagne, je veux dire, mais avec la Finlande, avec la Slovaquie, avec l'Autriche, avec les Pays-Bas, qui tous n'accepteront pas, préféreront
une dissolution de cette Europe plutôt que de renoncer aux principes qui la fondent. Donc cette négociation du plan A est au mieux une illusion, au pire une excuse pour ne rien faire. Et en outre, ça fera perdre un temps absolument crucial, parce que pendant le temps où on négociera sur rien pour arriver à rien, eh bien, on sera mis au tapis, et par la Banque Centrale Européenne, dont on a vu l'efficacité dans le cas grec et dans le cas chypriote, parce qu'on parle toujours du cas grec, mais il y a eu également le cas chypriote, donc on en est quand même aujourd'hui à deux, sans parler du cas italien que tu connais mieux que moi. Et donc, si vous voulez, cette stratégie, pour moi, elle est viciée. Donc, elle est viciée parce que il n'y a pas à avoir de plan A. Il y a à dire, nous avons à sortir pour telle et telle raison, nous devons faire devant le peuple français la pédagogie de cette sortie, et nous devons, en gagnant les élections, dire, si nous gagnons les élections, nous avons mandat pour. Voilà. Et à partir de là, nous menons une politique telle que vous l'avez terminée, réquisition de la Banque de France, dès le lendemain de la passation de pouvoir. Je veux dire, si vous ne réquisitionnez pas la Banque de France et si vous n'établissez pas un contrôle d'échange le lendemain de la passation de pouvoir, 3 mois après, vous serez étranglé. Voilà, même 3 mois. Enfin, on est la France, on n'est pas la Grèce, donc ça se doit peut-être 2 jours, mais bon. Voilà. Donc si vous voulez, la question aujourd'hui, c'est bien une question de stratégie fondamentale de la France insoumise et de cohérence du projet politique. Or, ce que je vois, moi, aujourd'hui, alors, on est compagnons de route, hein, donc on a plein de copains, Frédéric et moi, on travaille avec les jeunes gens du Vent se lève depuis 1 an, j'ai parlé plusieurs fois avec Georges Kosmanovic, voilà, on a plein de copains qui nous disent « Mais oui, mais nous, on veut sortir ». Mais on veut sortir, mais on ne peut pas le dire, parce que si on le dit, on perd les élections. Ma réponse, c'est on ne gagne pas les élections sur un agenda caché. Voilà. Donc ce que je vous disais au début, c'est-à-dire le peuple français est aujourd'hui suffisamment adulte pour entendre ce discours, fait qu'on doit aller aux élections avec un agenda ouvert et pas avec un agenda caché, et que cet agenda ouvert vous donne dès le lendemain un mandat clair pour aller à la rupture. Ça, c'était mon deuxième point, et vous voyez qu'il est absolument fondamental. Le troisième point, alors vous avez dit que Aurélien Bernier et notre ami Corradi allaient vous en parler à propos de la souveraineté juridique, c'est que l'UE, c'est pas seulement des traités. C'est ce que Alberto Bagnai, l'économiste italien de gauche, sur la piste de laquelle m'a mis Frédéric quand j'écrivais ce livre, en me disant « Tu devrais aller voir ce que dit Alberto ». Voilà, et puis ensuite Frédéric m'a fait lire l'arrêt Cassis de Dijon. Donc si vous voulez, la question derrière, fondamentale, c'est la question du carcan juridique dans lequel nous sommes aujourd'hui cadenassés. Nous sommes cadenassés par la Cour de justice européenne qui crée du droit sui generis, c'est-à-dire qui crée à partir de la mission qu'elle s'est donnée d'interpréter l'esprit des traités, même pas les traités, l'esprit des traités, elle crée pour les États des règles contraignantes qui sont produites en dehors de tout contrôle démocratique. Et Alberto Bagnai a évalué ce carcan juridique, cette masse de choses, à un total de 36 000 normes et de 100 000 pages.
Vous comprenez bien qu'on ne se libère pas de ça dans l'improvisation. Et que derrière, il doit y avoir un travail juridique de fourmi pour sortir non seulement des traités, mais pour sortir de ce carcan juridique-là. Mutatis mutandis, si vous voulez, je suis historien, donc je ne peux jamais me séparer de référents du passé. Nous avons à faire le travail qu'on a fait à la Libération avec la législation de Vichy. C'est-à-dire que nous avons à faire, avec la sortie, le tri entre les normes que nous garderons parce qu'elles sont utiles à quelque chose et les normes que nous ne garderons pas parce qu'elles entravent, nous considérons qu'elles entravent notre souveraineté, les entreprises, etc. Ce travail-là, il faut le commencer dès maintenant. Alors, le Parlement britannique est dedans, hein, avant même que le Brexit soit bouclé. Le Parlement britannique a voté une loi qui rétablit sa souveraineté législative et qui lui permet dès maintenant de faire le tri entre les normes européennes qu'il garde et les normes européennes qu'il va rejeter, qu'il va considérer comme nulles et non avenues. J'ajoute que ça a une base légale, une base constitutionnelle dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à son article 3, qui indique que j'ai tourné la page tout à l'heure. Toute législation ne provient que de la souveraineté du peuple. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, pas plus la Commission européenne, le Parlement européen ou autre. Donc, si vous voulez, fondamentalement, il y a à rétablir une hiérarchie des normes. Et cette hiérarchie des normes, elle doit être établie dès le début également. C'est-à-dire que la jurisprudence du Conseil d'État, puis du Conseil constitutionnel que je décortique là-dedans, qui est une jurisprudence scélérate, qui s'oppose à ce principe de la souveraineté nationale, elle doit être renversée dès les premières semaines, soit par le vote d'une loi, mettant fin à cette hiérarchie des normes, et si le Conseil constitutionnel s'y oppose, par une loi constitutionnelle qui rétablit la hiérarchie des normes en disant que le droit français est supérieur aux directives européennes, n'est-ce pas ? On en est arrivé à un niveau où même les règlements européens sont supérieurs à la loi française. Je veux dire, on n'a même pas besoin de sortir de l'Union européenne pour ça. Il n'y a qu'à s'aligner sur la jurisprudence du tribunal constitutionnel de Karlsruhe. On nous donne toujours l'Allemagne en exemple. Seulement le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, il a une jurisprudence qui est de fer et à laquelle il ne déroge pas, qui est que la souveraineté de l'Allemagne est supérieure à la souveraineté européenne. On n'a même pas besoin de sortir pour ça. Donc ça, c'est une mesure préalable même à prendre, préalable même à la sortie. Le quatrième et dernier point, et j'en finis, c'est la sortie de l'eau. Je finirai juste avec une petite remarque de vocabulaire. C'est la question de la sortie de l'euro. On n'a pas à attendre à sortir de l'Union européenne pour sortir de l'euro. C'est deux choses différentes. L'article 50, c'est la sortie de l'Union européenne. Alors moi, je ne sais pas s'il faut sortir par la désobéissance, je vais revenir sur cette désobéissance, ou par l'article 50. Je n'ai pas d'avis sur la question. En fait. C'est une des rares choses sur lesquelles je n'ai pas d'avis. Ce que je sais, c'est qu'on peut sortir de l'euro et récupérer la souveraineté monétaire immédiatement. Et que ça, comme vous le disiez, ça fait exploser tout. Ça fait exploser, de fait, la zone euro, mais ça fait exploser aussi l'Union européenne. Enfin, bon,
il n'y a pas d'Union européenne sans la France, même géographiquement. Regardez une carte de géographie. Comment vous aurez une Union européenne avec l'Espagne d'un côté, l'Italie de l'autre? C'est pas possible. Donc nous avons des cartes entre les mains qui sont des cartes maîtresses et dont il ne dépend que de nous de les jouer. Que de notre résolution et de la clarté de notre volonté. Donc cette sortie de l'euro, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que l'euro nous étouffe, parce que nous avons une monnaie qui est surévaluée de 15%, 20% par rapport à nos fondamentaux économiques, et que de surcroît, l'Allemagne a une monnaie qui, elle, est sous-évaluée de 20 à 25%, donc ça fait un différentiel de 40. Voilà. La Grèce en crête continue à en crever, contrairement à tout ce qu'on raconte ici ou là, parce que dans son cas, avec la violence de la politique de déflation qui a été menée, dans son cas, le différentiel est de 60%, et que vous ne pouvez pas courir à 100 mètres avec un boulet de 60 kg à la jambe gauche ou droite. Donc voilà. Donc il faut aller à la bataille électorale en disant clairement si vous votez pour nous, vous votez pour la sortie de l'euro, et ensuite, on verra bien. Alors on verra bien comment on gère la sortie de l'Union européenne. Probablement il faudra un référendum. Mais on ne peut pas attendre le référendum pour sortir de l'euro. Si on attend le référendum pour sortir de l'euro, on est mort. Voilà, donc là vous avez une contradiction. Vous avez une contradiction qui est une contradiction fondamentale. J'ajoute que la conjoncture est favorable à ça. C'est-à-dire que le fait que le Front National enfin lève le voile sur l'escroquerie qu'il y avait à draguer l'électorat populaire avec la sortie de l'euro, tout en refusant de s'engager sur les modalités. Tout ça, j'annonçais là-dedans que quand le choix se poserait vraiment, le Front National choisirait l'identitaire contre la sortie de l'euro. Heureusement, ça arrive maintenant. Et ben voilà, donc on a aujourd'hui la possibilité de défendre ce point de vue-là sans être renvoyé à « Ah, mais alors vous faites le jeu du Front National », ce que j'entends depuis 15 ans. Eh bien non, maintenant c'est terminé. C'est-à-dire qu'on peut retourner cette accusation-là à tous ceux qui veulent rester dans l'euro. Si vous voulez rester dans l'euro, ah ben vous faites le jeu du Front National. Donc voilà, nous y sommes. Maintenant, c'est une question de clarté. C'est une question de bâtir quelque chose dans la clarté. C'est-à-dire que je crois que ce qui manque aux insoumis aujourd'hui, vu de l'extérieur, c'est fondamentalement la clarté sur cette question-là, qui est une clarté qui manque parce que le parti est divisé, enfin le parti... Voilà, le mouvement à l'état gazeux est divisé entre des gens qui sont pour, des gens qui... Et je sais qu'il y en a beaucoup pour avoir beaucoup de contacts dans cette partie-là de la gazosphère. Donc il y en a beaucoup, mais il y a aussi des gens qui sont fondamentalement opposés, et puis il y a des gens qui sont, comme partout, indécis. Voilà. Donc, comment dire, derrière, il va falloir construire quelque chose sur ces bases-là, si on veut y arriver. Ma conviction, c'est que derrière, il va falloir construire quelque chose, alors ça c'est un objet de discussion, hein, quelque chose qui dépasse les frontières de l'actuelle France insoumise.
La dernière chose qui est purement quelque chose de vocabulaire, c'est que j'aime pas le terme de désobéissance. La France n'est pas un gamin qui désobéit à un maître d'école. Voilà, ça me gêne fondamentalement dans la définition. Alors, je ne sais pas comment il faut dire. Affranchissement, voilà, c'est très bien. Affranchissement, j'applaudis des deux mains. Mais alors la désobéissance, non, ça me gêne. On va désobéir, et puis on va désobéir en attendant que la Cour européenne ou la BCE nous tape sur les doigts. Ben non. Voilà. Donc, mais en même temps, je pense que le choix de ce terme est assez révélateur de l'incapacité à vouloir défendre clairement la rupture et à vouloir la défendre idéologiquement. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos par le principe, parce que je pense que tout vient du principe que, comme je dis là-dedans, à un moment, on a pris les vessies de la construction européenne, de ce qu'on appelle la construction européenne, pour les lanternes de l'internationalisme. Et que tant qu'on ne sera pas sorti de cette ambiguïté-là, eh bien derrière, on restera dans une ambiguïté tactique qui, à mon avis, condamne le projet à l'échec. Donc, avant tout, éclaircir les bases théoriques et idéologiques pour ensuite pouvoir en tirer les conséquences tactiques et pratiques. Voilà, j'ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop long. Alors juste avant donc, de passer la parole à Frédéric. Voilà, donc Frédéric va compléter. Alors juste, donc vous l'avez vu, le collectif Citoyen Souverain, nous on est ouvert au débat, on peut lancer les débats, mais on considère que la priorité c'est vraiment de préparer tous les scénarios possibles. Ce n'est pas de déchirer la France insoumise entre ceux qui voudraient sortir et ceux qui voudraient rester, c'est de dire on est prêt dans tous les cas de figure, et ensuite on verra bien selon les circonstances ce qu'il faudra faire, en sachant qu'on garde comme seul juge le peuple souverain. Et une autre action que je vais poser à Frédéric pour son intervention, c'est aussi de voir dans le contexte politique, comment se fait-il en fait que la France insoumise, même cette position que beaucoup jugent insuffisante, incomplète, pas claire, déjà ça elle est tellement subversive que dans les médias on se fait attaquer simplement pour envisager la possibilité d'un plan B, que beaucoup de forces politiques, notamment à gauche, l'union est refusée par les écologistes, par les anciens socialistes à cause du plan B. Le Parti communiste a soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais a fait son propre programme, la France en commun, qui est comme l'avenir en commun, mais le plan B en moins. Et donc comment se fait-il, justement, de votre point de vue critique, que malgré tout la France insoumise avec cette position qu'on peut juger incomplète, en tout cas, est celle qui est le plus loin, la plus courageuse, celle qui se fait le plus attaquer? Est-ce que finalement il ne va pas falloir, en fait, sur les années à venir, prendre plusieurs années pour déconstruire les schémas, déconstruire le fait que l'Union européenne, on lui a affublé, les médias lui ont affublé un affect positif. Les gens ont l'impression que l'Europe c'est positif, que l'Europe protège du populisme, protège des communautarismes, protège de l'extrême droite, alors qu'en fait elle les nourrit. Et en fait, est-ce qu'il va falloir faire un travail de fond sur plusieurs années en fait, pour pouvoir expliquer tout ça? Donc je laisse Frédéric. Bien, bonsoir à tous. Alors, merci de votre invitation, parce qu'au départ, je n'étais pas dans cette aventure. Je suis heureux de me retrouver avec vous et avec mon ami qui m'est très cher, qui est Olivier. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de le revoir ce soir. Je pensais se revoir bientôt, mais là, finalement, vous avez l'occasion qu'on se revoie plus vite que prévu, donc c'est génial. Je ne peux que m'en réjouir. Alors, je vais répondre à la question, parce que je ne vais pas faire comme les politiques, on pose la question A et on répond B. Je vais répondre à la question qui m'a été posée. Alors avant, juste un mot, merci de l'invitation, alors que vraiment je suis un peu celui qui s'est un peu glissé, parce qu'au départ, donc moi je suis économie, j'enseigne à Paris 1, et en fait j'ai écrit plusieurs livres, un sur l'Union européenne qui s'appelle La grande liquidation démocratique. Et avant ça, j'avais écrit avec un copain Introduction inquiète à la Macron-économie en octobre 2016 contre Macron avant qu'il devienne président. Et en fait, qu'est-ce qui fait que je suis avec vous ce soir, et je vous remercie, c'est que vendredi dernier, j'ai été invité à la fois par les insoumis étudiants de Paris 1 et l'École normale supérieure, et avec le Vent se lève qui était aussi présent. Et le thème sur lequel je voulais parler, c'était CETA et TAFTA, parce que j'ai beaucoup
travaille sur ces questions, et on m'a demandé, est-ce que tu peux dire quels sont un petit peu, qu'est-ce qui te rapproche des Insoumis, qu'est-ce qui t'éloigne, comme vient de le faire Olivier, là-dessus. Et j'ai pondu un texte de 10 pages là-dessus, qui m'est venu, et j'ai échangé avec un ami à moi, Jérôme Courant, et ça a donné un texte que la Sociale a gentiment publié. Et c'est comme ça qu'on est entré en contact avec votre groupe, et très gentiment, je disais que j'avais un cours qui se finissait à l'université à 19h, et on m'a dit de venir. Donc je me suis dit, super, je viens avec plaisir. Donc voilà, maintenant, une fois que ces présentations étant faites, je réponds à la question. La vraie bataille, et je pense qu'elle est le préalable, même si c'est nécessaire de réfléchir sur les modalités concrètes, techniques, de comment on sort, qu'est-ce qu'on fait, il y a une bataille préalable qui peut rendre possible, si on va dans vos directions, votre accès au pouvoir. C'est une bataille qu'il faudra livrer avant même plan A, plan B et les modalités concrètes, qui est très très compliquée à mener, parce qu'il va y avoir du chemin à parcourir, qui est pour moi la bataille qui m'obsède, qui est la bataille des récits. C'est-à-dire, c'est la véritable bataille, puisque nous-mêmes, quand nous parlons, depuis tout à l'heure, nous avons adopté les catégories de l'adversaire. Et à partir du moment où nous adoptons les catégories de l'adversaire, nous sommes morts. Mais nous ne le savons pas. Depuis tout à l'heure, en permanence, on dit tous, ici, sans se rendre compte que cette absence de distinction est fatale, l'Europe, pour l'Union européenne. Déjà, c'est foutu. Déjà, c'est foutu, parce que, si vous voulez, la force du discours européiste en tant qu'idéologie, c'est d'avoir préempté les catégories du bien. C'est-à-dire, en gros, elle a réussi, et quels que soient les faits qui sont proposés, les rapports par dizaines et par paquets qui ont pu être produits depuis tant d'années, eh bien, d'apparaître comme la paix, comme la démocratie, le rapprochement des peuples, et qui résiste à quelques démonstrations techniques qui soient, et qui peuvent être produites par des gens aussi brillant que Frédéric Lordon, qu'on évoquait tout à l'heure, qui là-dessus a une capacité de déconstruction énorme, et c'est un type brillant que je connais. Mais tout aussi Lordon soit-il, et on pourrait faire une liste extrêmement longue de gens tout aussi brillants, eh bien, cette affaire, même bancale, persiste. Et comment cette bataille des récits s'est gagnée? Par une diffusion là où ça doit se diffuser, c'est-à-dire le vecteur éducatif. C'est-à-dire que moi qui passe mon temps à connaître toutes sortes de publics dans ma vie, des étudiants, des lycéens, des gens en école de commerce, etc., il y a cette idée que l'Union européenne, par exemple, quand on fait la publicité à l'époque, bon maintenant c'est un peu daté, je pense, du programme Erasmus, qu'on sort le film L'Auberge espagnole, qui immédiatement affiche un visage sympathique, l'Europe, on se rencontre, on drague, on s'aime, on vit des histoires d'amour, c'est cool, c'est sympa, c'est bien. Alors qu'en face, si on dit qu'on n'aime pas cette chose, tout de suite on pense qu'on va marcher au pas de loi, qu'on va chanter des chansons douteuses, et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'exterminer son voisin. Bon. Et donc effectivement, entre le type qui se retrouve dans l'auberge espagnole avec une anglaise, un espagnol... Bon, l'auberge espagnole, elle se passe très mal parce que bon, c'est en train de tourner bizarre. Mais tout ça pour dire que il y a une série de récits qui ont réussi à être portés par l'éducation, comment dire, nationale, par tout ce discours très en faveur de l'Union européenne, où il y a une relecture de l'histoire ou une simplification nécessaire à des fins idéologiques. Et on voit bien, c'est comme par exemple le cas de l'Allemagne, qui a une excitation sur l'inflation et qui relie bizarrement sa propre histoire, alors que c'est la déflation qui a aidé à l'avènement de l'hitlérisme. Et en rien à l'inflation, puisque je rappelle que l'hyperinflation allemande de 1923 dure une pauvre année. Hein. Elle ne dure pas 25 ans, ou 43 ans, ou 50 ans. Bon. Et voilà, exactement. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a, je vois dans la persistance de ce récit, pourquoi ça ne marche pas, plusieurs choses. Un, des récits qui opèrent, alors à quel niveau il faudrait voir quel est le pourcentage
faire des enquêtes pour voir les individus qui restent sensibles à ce discours-là, de la paix, de la générosité, l'ouverture, de l'international, tous les gars de la Terre, on va s'aimer très fort, toute l'Europe, c'est très beau. Toutes ces choses, un mélange d'imagine et de trucs cucu. Mais tout ça, ça opère encore. Parce que c'est rassurant, c'est une espèce d'utopie démocratique où on se dit quand même... c'est peut-être pas terrible, mais tout de même, ça nous a rapprochés, tout de même, c'était bien. Et puis, il y a aussi les photos qui vont avec l'album. Le grand Helmut Kohl qui tient la main de Mitterrand, qui fait 2 mètres quand il est tout petit, mais c'est hyper sympa. Et donc tout ça donne l'impression d'un discours très rassurant, très lénifiant, et on se dit s'opposer à ça, être une crapule. Ça, c'est, j'ai envie de dire, ce fond commun qui, depuis une 50aine d'années, quand même, opère. Si ça opérait depuis 2 ans, j'aurais dit, ma bonne dame, ce n'est pas bien grave. C'est quand même 50 années. Il y a une journée d'Europe, même si personne ne l'a faite, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais bon, il y en a une comme ça avec ce drapeau européen. Il y a tous les programmes scolaires qui doivent orienter la réflexion dans le sens que l'Union européenne, c'est... Donc ça, je pense que ce discours, ce récit, il est très très difficile à remettre en cause. Et il est à mettre en parallèle avec un autre récit qui a été pas mal abîmé, mais qui opère encore, ça a été le récit de la mondialisation. Vous savez que comment on raconte les trucs, je vous le fais très vite parce que c'est simple, c'est efficace. Alors qu'en face, le contre-récit n'arrive pas à naître parce que quand on veut expliquer les difficultés ou les problèmes de l'euro et autres, on va se lancer dans une explication technico-économique absolument incompréhensible pour la plupart des gens, non pas parce que les gens sont bêtes, mais parce que c'est un embrouillamini de langage pas possible, alors qu'en face dire c'est la paix, c'est la démocratie, avant c'était vilain, on fait la guerre, maintenant on s'aime très fort, c'est simple, c'est clair, c'est efficace, c'est un produit marketing qui marche. Expliquer alors l'inflation, la bande de fluctuation, plus ou moins de 25, etc., je crois que tout le monde est mort, quoi. Et c'est normal. Et c'est le discours de l'économiste qui est un discours de pouvoir en disant écoute pauvre type, hein, je vais t'expliquer plus ou moins de 25 parce que toi t'es un âge. Bon, ok. Et ça marche. Et donc, le discours, un autre discours qui est très efficace et qui a marché, je vais vous le raconter. Et l'euro fonctionne de la même manière. Et quand un discours est simple, efficace, même si c'est un travestissement du réel, le tout qui soit opératoire. C'est ça qui compte. Donc, je vous en donne un qui marche super. C'est la promotion de la mondialisation à travers le libre-échange. Regardez comment je vous le fais, génial, et qui est sorti de partout, et qui marche bien. Et on n'a pas besoin de dire la balance des paiements, excédent, déficit, courant, le bas de la balance, le haut de la balance, toutes ces choses que je connais. Vous arrivez, vous racontez ça aux gens, les gens ils ont une attitude saine, ils deviennent champions de 100 mètres, ils se battent. Bon, et ils ont raison. Alors je vous le fais. Donc, c'est parti. Au 19e siècle, le libre-échange, il y a un moment de libre-échange mania, on trouve que c'est très bien, naît une première mondialisation avec, qui s'arrête avec la guerre de 14, qui est une épouvante. L'entre-deux-guerres, on essaye de remettre ça en place, mais c'est difficile. La crise des années 30, l'affreux protectionnisme arrive, c'est horrible, c'est dégueulasse. Le protectionnisme, ça donne Hitler, Mussolini et tous les autres, parce qu'évidemment, derrière le douanier se cache le nazi, comme chacun sait, bien sûr, etc. Arrive la guerre, c'est affreux, c'est épouvantable. Ensuite, on sort de la guerre, on fait le GATT, enfin, on réouvre les frontières, etc. Et c'est formidable. Enfin, à la fin des années 80, l'URSS tombe et le monde s'unifie autour du marché et des droits de l'homme. Et ça marche, c'est génial. Et ça a enlevé des millions de gens de la pauvreté. Ça, c'est simple. Ça marche. Ça, c'est efficace. Mais expliquer, non, en réalité, c'est plus compliqué que ça parce que ça a servi ceux de l'exploit. Personne ne comprend. Donc, le discours de l'adversaire est un discours efficace, redoutable, qui est propagé dans les programmes scolaires, qui est propagé partout, et ça s'infuse, ça se diffuse, c'est comme un bon thé, ça se diffuse dans la tasse, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est première chose à l'œuvre. Et tous les mouvements, regardez, par exemple, je prends le cas de la mondialisation, le travail qui a été fait à la fin des années 90, les forums sociaux, le attaque, toutes ces choses, je m'en souviens. On était là, on y croyait, le commandant Marco, sa pipe, le truc, enfin, toutes ces choses formidables, génial, le Chiapas, tous ces gens-là, c'est fabuleux. Mais est-ce que ces discours ont pris N-O-N? Parce que, comment ils auraient pris s'ils étaient devenus majoritaires, s'ils étaient devenus le discours dominant? C'est des discours qui ont toujours été sur la reculade. C'est comme le discours sur les acquis sociaux. Ce n'est plus un discours de conquête sociale, c'est le discours du recul. Et c'est nos adversaires qui ont repris à leur compte le discours du mouvement, pendant que nous, on était sur le repli, alors que normalement, la gauche, c'était la conquête sociale. Oui, mais on peut en parler. Première chose. Deuxième chose, pourquoi ça opère?
tout simplement, n'allons pas chercher midi à 14h. C'est la logique des intérêts. C'est-à-dire que dans le fond, que ce soit M. Dijsselbloem qui est à la tête de l'Eurogroupe, ou M. Renzi qui aimerait bien revenir en Italie, mais bon, c'est un peu compliqué, ou les nôtres, Darmanin, autrefois Hollande et compagnie, sur l'orientation générale des politiques et de ce qu'il y a à faire en Europe, ils sont tous d'accord. C'est-à-dire la réduction de l'État social, la promotion, comment dire, de la logique de marché et la désocialisation des dépenses, comme les dépenses publiques ou les dépenses de santé, qui sont arrachées à l'accumulation du capital. Et donc ça, c'est quelque chose qui est partagé, que ce soit par des hauts fonctionnaires, comment dire, européens, que ce soit par des hauts fonctionnaires nationaux, qui pensent la même chose. Et aujourd'hui, par exemple, dans votre papier d'11 pages que j'ai lu, eh bien, regardez, la promotion pour que le libre-échange, qu'on retrouve à travers CETA et les autres, existe. Qu'est-ce que disent ces élites? Il faut les réformes de structure qui vont avec. Et donc, c'est-à-dire, il faut les réformes du marché du travail. Si on a l'euro, ça explique Pénicaud. Hein, c'est très simple. Pourquoi? Parce que comme il n'y a plus de flexibilité sur la monnaie, la flexibilité, elle se retrouve sur le marché du travail. Donc, si vous voulez combattre Pénicaud, il faut avant tout combattre l'euro. Et sur les salaires, évidemment, puisque la grande escroquerie, c'est de nous faire croire que le plein emploi, c'est notre objectif. Non, l'objectif, ce n'est pas le plein emploi n'est qu'une variable d'ajustement. C'est tout, point à la ligne. Bien, donc, les intérêts qui convergent et qui sont transnationaux, parce que la seule internationale qui réussit, c'est celle de la finance et c'est, comment dire, et de ces intérêts-là, évidemment, comme ces mêmes intérêts... Alors là, je vais faire un clin d'œil à quelqu'un de la France Insoumise. Le dernier discours de Ruffin à l'Assemblée qui explique que c'est la plupart de ceux qui sont à l'origine des Paradise Papers, qui sont à la tête des médias, qui diffusent en permanence un discours qui était, comme avait dit Alain Minc dans les années 90, le cercle de la raison. C'est-à-dire que c'est là où on doit réfléchir et penser. Je pense que, entre la fabrique de récits très efficace, plus, comment dire, cette coalition d'intérêts, eh bien évidemment, à partir du moment où certains comme vous essayent d'envisager certaines orientations et un autre, eh bien évidemment ils sont tout de suite décriés. D'autres ne se sont pas remis de croire que l'Europe c'est l'internationalisme et ce genre de choses, mais bon, il va falloir un jour qu'on se réveille, il y a des réveils matins qui coûtent pas cher, on peut en acheter. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein, ça se trouve en public, en grand commerce, hein, c'est pas la peine. C'est les réveils matins. Oui, voilà, donc la montre Sico à Quartz, enfin comme on voudra, bien. Et donc, fondamentalement, si vous voulez, je crois que tant qu'on n'a pas réussi à construire un discours avec ses pédagogies, une efficacité qui puisse être relayée, accessible, je crois que même l'accès au pouvoir devient très compliqué. Parce que ce sera toujours mis en avant, attention, vous êtes des fous, vous voulez sortir de l'euro, etc. Et je pense que aujourd'hui, il y a, comment dire, cette force de penser que l'Europe égale l'Union européenne, et c'est pour ça, regardez ceux qui défendent ça. Comment c'est présenté à l'école, parce que je connais tout ça, ça m'intéresse, parce que c'est à l'école que les choses... C'est-à-dire, on présente, au départ, il y a Victor Hugo, qui rêve des nations, des États-Unis, de l'Europe. Alors, évidemment, tout de suite, ça fait généreux. Si vous arrivez avec des trucs techniques, c'est horrible. Ensuite, il arrive... alors, j'ai aucun rapport avec votre économiste préféré, ça fait généreux. Bon, pas du tout. Non, parce que aucun rapport. Je dis ça parce que c'était mon prof à Sciences Po, donc je peux le dire avec beaucoup de tranquillité, il n'y a aucun problème. Donc, c'était mon prof à Sciences Po, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai écouté pendant il y a de nombreuses années. Bon. Bah, oui, merci de me rajeunir, mais j'ai pas fait Sciences Po hier, plutôt avant-hier. Mais bon, mais merci de croire que j'ai été diplômé hier, c'est gentil. J'ai l'impression d'avoir perdu quelques années. Bien. Tant que on construit ce discours qui est très présent à l'école, on fait les États-Unis d'Europe, ensuite pendant le temps de guerre, il y a des tentatives, ça ne marche pas, etc. Tant qu'on n'arrive pas à poser un contre-récit aussi efficace, aussi clair et rassurant, parce que ça c'est très important, eh bien je crois que pour le reste, on peut étaler sur la... Parce que c'est pas... Quand je lis votre travail, on peut dire, je pense, allez, on va prendre un point de départ. 1994 ou 15, si ma mémoire ne fait pas défaut, il y a l'appel des économistes contre la pensée unique. Et il y avait votre économiste qui est avec vous, Lim, hein, il est avec vous. Oui, eh bien, il était là, il était à l'origine de ce truc.
c'est pas le manque de compétences techniques, parce qu'il y en a plein de gens extrêmement compétents depuis 25 ans ou 30 ans qui proposent des plans, des contre-plans, des analyses. J'en ai lu des paquets. Mais brillants. Ce qui manque, c'est la chose qui va rassurer, alors je ne sais pas quelle est la partie, le pourcentage de la population, qui est prêt à accepter que cette Union européenne n'est pas assimilable à l'Europe, n'est pas la catégorie du bien, et qu'il y a un autre contre-discours qui peut se diffuser. Je pense que tant qu'on n'a pas réussi à produire, et c'est compliqué, parce que la bataille est déséquilibrée, parce que c'est pas relayé à l'école, parce que c'est pas relayé dans les médias, etc. Je crois que même un truc zombie qui ne marche plus, dit à bout de souffle, continuera encore à se prévaloir du bien, du progrès, et ce genre de choses. Plus la machine à intérêt qui est derrière, je crois qu'en effet, que c'est extrêmement difficile d'avancer dans ce type de situation, et que j'aimerais, alors je ne veux pas être pessimiste, sombre, et que tout le monde à la fin se déprimer en disant on n'aurait jamais dû inviter Steve, parce qu'il a plombé l'ambiance, qu'il se casse tout de suite, etc. Mais si vous voulez, mais je sais Olivier, c'est pour ça que quand je suis venu ce soir, je sentais que j'allais me perdre dans les rues, parce que je sentais que j'étais envahi par la culpabilité. Et que fondamentalement, si vous voulez, tant qu'on n'a pas produit ce récit, qui n'arrive pas à se diffuser, et hors nos murs, parce que si on s'adresse à ceux qui sont convaincus comme nous, c'est le blocage. Eh bien, l'idée, c'est que l'accès au pouvoir, alors bon, moi j'ai jamais fait de politique active, ça ne m'explique pas plus que ça d'ailleurs, eh bien l'accès au pouvoir me paraît complexe, pour ne pas dire pire. Et vous voyez, alors, pardon, puisque comme Olivier vient de le dire, moi je peux me sentir compagnon de route, mais je ne suis pas, je n'ai pas rejoint, comme j'adore cette expression, la gazosphère, mais j'adore, j'aurais voulu t'appliquer, c'est dégueulasse que tu dis. Alors, donc, mais je sais, mais arrête. Donc, eh bien, si vous voulez, quand je repense au discours d'entre-deux tours, enfin, le discours avant le premier tour, pardon, pas l'entre-deux tours, le premier tour de Jean-Luc Mélenchon sur la question européenne, et avec, oui, ce manque de clarté dont parlait Olivier, je crois que c'est encore pour moi le fait que ce discours, que l'Union européenne c'est le bien, etc., continue à produire ses effets même sur des gens qui sont convaincus qu'il faut passer à autre chose. Parce que ce discours a quelque chose de redoutable. Et qu'à partir du moment où on pense avec les catégories qu'il nous propose, par exemple, regardez, souvent, on pense la sortie ou la manière de sortir dans les catégories d'adversaires. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va produire des discours ultra économiques et on rajoute comme un petit supplément d'âme en disant tout ça dans une perspective humaine, sympathique, humaniste et généreuse et sympa. Mais c'est là qu'il faut travailler. Et qu'ensuite, il y aura tous les experts nécessaires pour mettre ça en place et faire du bidouillage, de banque centrale, de machin, de quotité, de taux, de trucs. Le monde, les gens techniques, vous en disposez, vous en aurez, des économistes, des hauts fonctionnaires qui savent bidouiller, comment dire, la marmite, ça manque pas. Ce qui manque, c'est de travailler sur les représentations, les idéologies, et ce discours, pas juste pour dire tout ça dans une perspective humaine, généreuse et sympa. Non, c'est ça qu'il faut travailler, parce que l'Union européenne, elle a beau avoir un bilan désastreux. Même Patrick Artus, plus mainstream que ça, il produit dans Flash Natixis un bilan de l'euro, c'est négatif, mais en même temps, personne dans cette galaxie qui est la sienne, eh bien, ne va penser à revenir là-dessus. Parce que la force de cet européisme, c'est pas les faits, parce que les faits vont contre eux, c'est pas des réussites parce qu'il n'y en a pas, c'est la capacité d'avoir construit un récit qui s'accapare les catégories du bien et que nous avons accepté de raisonner dans les termes qui ont été proposés, ou pire, on fait économicisme contre économicisme en oubliant le fondamental, c'est-à-dire produire le discours de la valeur, de la morale, et même un discours qui doit être un peu séduisant. Et donc on pense que c'est la technique qui amènera à la politique, qui à mon avis est une erreur. Je vous remercie. On remercie nos intervenants. Effectivement, on va poursuivre ce travail d'essayer de rendre le plan B désirable, donner une vraie envie. Alors, il faut savoir que cette salle nous a été prêtée gratuitement. Donc, on va, si vous pouvez, essayer de rester consommé. On va prendre quelques petites questions, mais en fait, l'essentiel après du travail de questions, on va rester ici.
on va se mettre autour de table et vous avez Frédéric, vous avez Olivier, vous avez les membres du collectif à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Donc on va juste prendre 2-3 questions là en plénière et après on se mettra en petite table, en petit groupe pour discuter autour d'un verre et poser les autres questions. Alors si vous posez des questions, vous venez... Oui, venez. On va juste prendre 2-3 questions. Oui, venez devant et vous faites très court faire les questions, c'est 2-3 minutes. Moi je trouve l'ensemble de ce qui a été dit très... Pardon, me lever. Mais je pensais que le micro faisait l'affaire pour ça. Non, je pense que ce qui a été dit est très, très stimulant. Je voudrais poser des questions faire des remarques de 3 petits registres, ce sera très bref, qui sont aussi, mais c'est nécessaire, des marques de scepticisme sur ces choses stimulantes. La première, il a été dit, et je crois que c'est très juste, que l'internationalisme existe, mais c'est les capitalistes qui sont internationalistes. Il existe une véritable internationale du capital, une internationale financière. Et c'est à elle que nous nous affrontons. Et puisque c'est à elle que nous nous affrontons, la question du niveau, y compris géographique, de l'affrontement se pose. Et dire ça, c'est pas plaider pour l'Union européenne, parce que l'internationale du capital, c'est pas l'internationale européenne du capital, hein, mais ça pose la question de l'efficacité de politique de rupture avec la logique du capital, qui soit limitée géographiquement sur l'état dans lequel on peut disposer de la souveraineté. C'est la première remarque. Deuxième remarque, elle porte sur l'histoire faire le jeu du Front National, machin, patin et coutin. C'est évident que s'il suffisait que le Front National dise quelque chose pour que quand on le dise, tout ça ne tient pas debout, et d'une certaine manière, ça tomberait bien que le Front National ne le dise plus. Mais Philippot le dit toujours, par exemple. Je crois que la question du jeu du Front National, c'est pas de dire quelque chose dont il se trouve que le Front National le dit aussi. On n'a pas fait le jeu du Front National en 2005 en appelant à voter contre le traité constitutionnel européen. Par contre... C'était juste un aparté non, mais... pour dire que la conjoncture politique je l'ai bien entendu comme l'affirmation du discours. Je l'ai bien entendu comme ça, mais c'est passé tellement près de cette question du jeu du Front National que je l'ai tellement entendu. Par exemple, ceux de nos camarades qui en Grande-Bretagne ont voulu un Brexit de gauche, un exit, se sont plantés non pas parce qu'ils ont perdu le référendum, ils ont voté pour la sortie, ils ont eu la sortie, mais en réalité, on peut dire qu'ils ont fait le jeu du UKIP. C'est-à-dire qu'il y a des conjonctures idéologiques qui, pour les raisons justement de ce qu'est le discours simple, qui marche, qui est séduisant, etc., font qu'il est difficile de ne pas tomber dedans. Et faire le jeu du Front National, c'est pas faire voter Front National. Faire le jeu du Front National, c'est provoquer le racisme. C'est provoquer le nationalisme lorsqu'il a des trois et de fermer, etc. Et là, il y a une ligne de crête extrêmement délicate de vouloir, et je pense qu'il faut vouloir, être souvent chez soi et pouvoir mener les politiques qu'on a envie de mener, mais de le faire d'une manière qui n'exclut pas. Ce que ça a de difficile, ça n'est pas tant dans ce que l'on peut dire que dans, comme il disait tout à l'heure, ce qui est dit, ce qu'est le discours ambiant. Et le discours ambiant associe la souveraineté, le nationalisme, etc., à ces versions les plus trash, et l'exemple britannique fait frémir de ce point de vue. C'est pour ça que la idéologique est fondatrice. Oui, voilà. Et puis la troisième chose, j'ai pas le temps, et puis j'ai oublié ce que c'était. Donc... Monsieur. Je réagirai après, parce que j'ai vraiment dit un truc hyper important, vous avez dit, il faut vraiment que je réagisse. C'est bon, et après, vous pourrez poser vos questions. Ouais, c'est tout simple. Enfin, la question du Front National, comme je suis noir, on évite de me la sortir. Du coup, moi, c'est plutôt la question en fait, nationale qui me gêne beaucoup à gauche. C'est-à-dire que moi, je suis centre-gauche, je suis plutôt libéral que social, mais ce que je vois, c'est qu'à gauche, il y a une haine de la nation, il y a une haine de la frontière. L'idée d'avoir une politique migratoire à peu près raisonnable, non, il faut ouvrir à tout va et célébrer Merkel, qui a fait quelque chose qui est complètement stupide d'un point de vue intellectuel.
Moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous recommandez en fait pour que la gauche se remette à célébrer la nation et à cesser de décrire la nation comme quelque chose de destructeur, ce qui est quand même le cas de Mélenchon, dont la seule chose dont on voit qu'il le fait refuser le drapeau européen, c'est le fait que ce soit un drapeau chrétien et pas du tout le fait qu'il n'y ait pas de nation derrière le drapeau. On prend les deux dernières questions, on va répondre après. Je sais pas, non, ça marche pas, non. Ma question, elle est d'abord à Yacine. Sur la question donc, de tout l'après Brexit et de la mise en place donc, du retour à l'euro. Et sur le fait donc effectivement on va perdre 30% de déflation donc, sur notre économie. Je ne sais pas si tu avais retenu quand même que Jean-Luc avait pris en compte il y a quelques années dans une conférence, et il avait sorti ça bon, c'était un petit peu en petit comité, donc il a été surpris quand je lui ai reposé la question à la première réunion du plan B sur le fait qu'il pensait à cette histoire de monnaie unique qui avait été donc proposée par la Chine, de monnaie unique, donc ce qui fait qu'il n'y a plus de bloc qui vient donc se confronter à un autre bloc pour imposer donc son hégémonie, et qui permet justement de plus ou moins stabiliser les choses. Et moi, ce que j'ai compris dans ce qu'il a dit à l'époque, et alors après, il y a eu effectivement une régression dans son discours par rapport donc, à sa réflexion qui était quand même très avancée, c'est que à partir de ce moment-là, lui, il comptait donc s'accrocher à cette idée pour construire donc avec les BRICS une coalition donc internationale par-dessus donc la question européenne qui n'avait plus de raison d'être. Sinon à exister en tant que coalition de nations qui se mettent ensemble avec des idées communes, mais par ailleurs donc ça permettait peut-être, c'est la question que je te pose parce que tu es certainement plus économiste que moi, est-ce que tu penses que cette solution-là pourrait temporiser justement cette déflation, parce que je me mets sous ton autorité encore sur la question du Brexit. Parce que le Brexit, par contre, il a une réserve monétaire très importante, notamment par la production de la City, qui lui permet de pouvoir tenir le choc, parce qu'elle n'est pas encore sortie hein, de l'Union européenne pendant quelques temps. En respectant l'article 50, il devrait pouvoir en sortir. Mais lui, par contre, il ne va pas impacter ce que nous, on va impacter, parce que je pense qu'on ne nous a pas tout dit sur l'ampleur de la dette que Hollande nous a laissé en partant. Donc voilà, c'est cette question-là que je voulais te poser. Et l'autre chose, donc sur la stratégie du plan A par rapport au plan B, Olivier Delorme, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous découvre, donc je suis ravi de vous entendre. Merci que votre ami qui vraiment est un cousin assez proche de Lordon dans la communication, ça me plaît beaucoup. Mais en tout état de cause, donc sur la cohérence des choses dans la stratégie, dans la tactique à mener par rapport à l'opinion publique, je ne suis absolument pas convaincu que les gens soient conscientisés. Effectivement, je suis d'accord avec vous que la doxa commence un petit peu à s'interroger sur les choses parce que effectivement les effets négatifs commencent à se produire au niveau des résultats de l'Union européenne et tout ce qui se passe. Mais je suis d'accord avec votre ami que en revanche, donc, il y a une propagande telle, extrêmement bien construite pour nous définir les choses, que ça ne peut pas être autrement, que ça ne peut être construit que comme ça, que c'est très très difficile. C'est très très difficile. C'est très très difficile pour Jean-Luc Mélenchon, sur lequel moi, en tant qu'insoumise, en bonne insoumise, je suis critique aussi. Très très difficile de pouvoir, que ce soit pendant la campagne présidentielle, dans le premier face-à-face dont vous faites état avec les autres candidats, amener comme ça de manière brutale qu'on se dirige vers un Frexit, d'autant qu'à l'intérieur même de l'AFI, nous avons une composante PG qui est absolument contre ça, donc la tendance généreuse, et qui actuellement d'ailleurs est en train de je ne sais pas quoi faire au niveau des européennes, mais si vous pouvez imposer des candidats qui n'étaient pas dans les plans B, ce serait extrêmement bien. Donc d'après les rumeurs que j'ai entendues, non je n'ai pas de document, enfin j'ai entendu ça. Donc il est dans une situation très difficile par rapport à ça. Et, mais par contre, il maintient les sommets du plan B, ce qui est déjà
donc le projet qui va advenir, il les maintient, et je pense effectivement que de toute façon, il s'agit, dans la question du plan A, d'une théorie de l'escalade pour amener l'Union européenne elle-même à prendre la décision de nous sortir. Jamais Jean-Luc Mélenchon ne prendra la responsabilité. Je ne crois pas à ça. Oui, je vous donne ma position. Non, mais je ne crois pas à ça. On échange des arguments. Dernière question de Benjamin. Vas-y Benjamin. Non, moi j'ai juste une petite dernière question, une petite question je pense technique mais essentielle, et on en a parlé longtemps tout à l'heure, c'est sur la souveraineté juridique et la suite qu'on va donner avec la CJUE. On l'a bien vu avec Theresa May, elle a, on va dire, elle a gardé une influence indirecte de la CJUE parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Parce que si on va frontalement, on dit on veut plus d'influence de la CJUE, il faut aussi penser à la question des traités internationaux. Et ça, je voulais savoir s'il y avait une réflexion autour de ça, autour de la CJUE sur le long terme. Voilà. Pardon, moi j'ai une dernière question rapide. Moi j'ai beaucoup de respect par ce qui a été exprimé par les deux intervenants, mais moi clairement je suis plus intéressé par le plan A. Et puis la vision que tu disais de dire il y a deux visions dans la France Insoumise, clairement j'ai voté dans France Insoumise plutôt avec la vision de la menace en disant il faut mettre toute l'énergie pour le plan A. Et c'est aussi pour ça qu'à titre personnel je suis engagé dans un mouvement transnational qui s'appelle Diem 25 autour d'Yanis Varoufakis et d'autres personnes. Et si je voulais, la question du coup m'adresse plutôt à toi, c'est de dire que est-ce qu'il y a d'autres moments où vous organisez des débats autour de ce plan et de cette option-là, autour de la menace à mettre, qui est importante et qu'il faut décrire, je suis d'accord, pour mettre l'énergie sur une description précise de ce plan 1. Donc rapidement, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de... Justement là, on a fait une conférence axée sur le plan B. Il y en a eu d'autres sur le plan A, notamment que vous pouvez retrouver sur Internet en cherchant les universités populaires de la France Insoumise. Il y a plusieurs visions qui coexistent. On est tous regroupés sur l'idée qu'il faut se préparer à tous les cas de figure, que, étant donné la situation actuelle, il est nécessaire d'avoir une stratégie pédagogique pour expliquer comment on arrive à sortir. On a essayé avec ce document de 11 pages de résumer à peu près, donc vous l'avez tous, les différents scénarios, les différents cas de figure, et de faire en sorte, comme il m'a été dit, que justement une sortie ne signifie pas plus de racisme, plus de xénophobie, mais l'exact contraire. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que ça c'est le discours dominant, mais qu'en fait c'est l'Union européenne actuelle qui provoque la montée des populismes, qui provoque la montée de l'extrême droite, qui provoque la montée de la xénophobie. Je pense qu'on est d'accord en plus sur ça. Mais pour nous, à Citoyens Souverains, c'est indispensable d'articuler un discours souverainiste avec un discours réellement antiraciste qui dénonce toutes les discriminations et de faire justement tout ce travail pour montrer qu'on peut tenir ça ensemble et que c'est même indispensable de tenir ça ensemble, puisqu'on ne peut pas fédérer le peuple, comme le réclame la France Insoumise, sans fédérer l'ensemble de ses composantes et sans rejeter justement tout discours d'exclusion. Je vais laisser répondre nos intervenants. Et après, je rappelle, vous pouvez venir, ils vont rester, on va rester, on va pouvoir discuter entre les uns avec les autres justement de tous ces points et les approfondir. Moi, je voudrais donner 3 courtes réponses groupées. Donc d'abord, je voudrais dire que la sortie ne prédétermine rien. Elle est un préalable à la réouverture d'un vrai débat politique. C'est-à-dire qu'elle est un préalable à sortir d'un débat politique dans lequel on discute de l'élégance des candidats qui vont mener la même politique. Donc c'est pas en sortant que vous allez prédéterminer ce qui va se passer après. En sortant, vous rouvrez le champ d'un vrai débat politique, projet contre projet. C'est-à-dire que vous rouvrez la possibilité d'une alternance de politique. Mais ça ne préjuge pas, et c'est le cas du Brexit, ça ne préjuge pas de la politique qui sera menée ensuite. Donc, je veux dire, vouloir mettre dans le même wagon la sortie et ce qui vient ensuite d'orientation lourde de politique économique, c'est en partie une illusion. Je veux dire, c'est pas la fin de la politique, la sortie. C'est la possibilité d'avoir de nouveau un débat politique sur le fond. Voilà. Alors ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, ce que disait Madame, sur
ça c'était aussi pour Corentin. Hein, je veux dire, voilà. La deuxième réponse, c'est à ce que disait Madame sur l'opinion qui est conscientisée. Si j'ai dit ça, c'est que je me suis mal exprimé. J'ai pas dit que l'opinion était conquise ou conscientisée. J'ai dit qu'elle était prête à recevoir un discours. Et que si on ne commence pas à faire maintenant la pédagogie, c'est-à-dire ce que disait Frédéric, à mener clairement la bataille idéologique, je veux dire, cette opinion, on la convertira jamais. Je veux dire, il y a bien un moment où il faut commencer à tenir le discours clairement et à arrêter de se cacher derrière des faux semblants, des machins, des alternatives, des fausses alternatives. Donc il y a un moment où si on veut gagner la bataille, il faut livrer la bataille. Alors si vous voulez, ça me fait d'autant plus mal au cœur que je pense que Mélenchon est un incroyablement bon pédagogue. Je me souviens avoir été scotché devant mon poste de télévision, pas cette campagne présidentielle-là, la campagne d'avant, son discours de Saint-Étienne, où il a parlé de la hiérarchie entre la loi, le contrat, etc. C'était d'une clarté. Je veux dire, voilà. Si ce bonhomme-là, avec le talent d'orateur qu'il a, avec la force de conviction qu'il a, se mettait à faire clairement la pédagogie de ce que je vous disais tout à l'heure, je veux dire, on peut penser qu'il est capable de faire justement de conscientiser toute une partie de l'opinion qui ne l'est pas encore. Donc si vous voulez, ma critique, elle n'est pas négative. Elle est, voilà, elle est d'attendre qu'enfin, avec le talent qu'il a, il en vienne à mener cette bataille idéologique-là, qui pour moi est la mère de toutes les batailles. Dernière réflexion, qui est aussi de réponse à vous. Je suis bien conscient que la France insoumise est divisée. Voilà. Je suis bien conscient que c'est un problème pour vous, mais je veux dire, ce problème, il faut le résoudre parce que c'est la question fondamentale sans laquelle il n'y aura aucune réponse aux autres questions. Donc voilà, moi je ne peux pas répondre aux insoumis à leur place, simplement de l'extérieur, je pense que tant que les insoumis n'auront pas réglé entre eux cette question fondamentale qui les travaille depuis le parti de gauche, parce que je sais bien aussi par des amis, etc., quels ont été les débats et quelle a été la virulence des débats là-dessus. Tant qu'on n'aura pas tranché ce nœud gordien-là, eh ben, on restera dans l'indéfinition telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, c'est les trois remarques que je voulais faire. Bien, alors je vais réagir rapidement parce que j'ai bien compris qu'il y avait une suite où on devait être en plus petit comité. Alors, je vais réagir. Plusieurs remarques me sont venues en entendant les questions, les commentaires, les reprises. Et qui m'ont fait comprendre que... pardon, mais mon inquiétude sur les récits est encore plus vive. Je vais vous dire pourquoi. Car, il me tarde de vous dire ces choses, car nous baignons ici, et deux remarques me le font dire, et je vais illustrer mon propos parce que je ne veux pas balancer les choses au pif, que nous sommes dans une situation chinoise. C'est-à-dire qu'en Chine, ce n'est pas la présomption de l'innocence, c'est la présomption de culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes accusé de quelque chose, ce n'est pas la partie adverse de prouver que vous êtes coupable, c'est vous qui devez dire « je suis innocent ». Nous sommes, autant que nous sommes ici, dans la présomption de culpabilité. J'en prends deux exemples dans les interventions de chacun des personnes qui ont pris la parole et des réactions. Tout d'abord, quand on a dit « eh bien, il va falloir montrer que si on sort, on n'est pas raciste, hein. On n'est pas à l'exclusion des autres. » Ça y est, on a paumé. Parce que, encore une fois, on a intériorisé l'idée que les méchants du film, c'est nous. Et donc, il va falloir montrer aux bons européistes qui ont la main sur le cœur, eh bien, qu'on est gentil, on n'est pas raciste, on aime son prochain. Voilà. Eh bien, on a paumé. Et on le dit avec la plus grande sincérité. Mais la sincérité n'est pas la vérité. Voilà. Uno.
Deuxièmement, la remarque sur, mais la bonne échelle, est-ce que quand même, face à ce capitalisme mondialisé, on n'aurait pas opposé un niveau européen? Là encore, parce que, en fait, quand on prend les positions qu'on a prises, ça voudrait dire qu'on sent le rance et le moisi et le repli. Et que, dans le fond, c'est comme si on ne pouvait pas avoir l'intelligence de penser qu'évidemment, face à la finance mondialisée, l'Union européenne pourrait tout à fait proposer revue et corrigée, repensée et autres, qui prendrait un autre nom avec d'autres coopérations entre les nations, réfléchir à un niveau supranational à faire face. Mais comme nous avons intégré que nous sommes les méchants du film et que il y a peu encore on fricotait même inconsciemment avec le Front National, eh bien que l'inconscient est terrible et que le docteur Freud est là pour nous aider, eh bien que fondamentalement il faut se justifier. Ça c'est deux. Et c'est là qu'à ce moment-là, et je rejoins Olivier, qu'on doit se lancer dans des trucs terribles qui nous font comprendre, et là je vais réagir à ce que disait Corentin, qu'on a perdu tout sens de la grammaire politique, parce qu'on commence à développer pratiquement des querelles byzantines sur le sexe des anges, sur « ah, sortie à gauche, sortie à droite ». Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que la nation n'égale pas le nationalisme, la nation, c'est pas j'ai envie de tuer mon voisin ou que sais-je. Dans l'espace de la nation, eh bien, on va discuter en tant que citoyen. Certains voudront plutôt aller à droite, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, voudraient être contre les étrangers, d'autres pour, mais le débat se passe là. Et là, on a refaire de la politique. Voilà, et là, tellement on a perdu la grammaire politique qu'on se dit, pour pouvoir refaire de la politique, il faut s'assurer comme un label traçable où il n'y a pas d'OGM, c'est 100% de gauche. Donc, et là, ça devient complètement dingue. L'exit, Brexit, Rightsig, etc. À la fin, ça devient des néologismes imbitables, pour le dire brutalement. Et ça, c'est deux. Retrouvons la politique dans un espace national. Mais la nation, on peut être patriote sans être nationaliste. Et, si vous voulez, pour revenir à Corentin et sur la gauche, qui a oublié... Alors, voilà un très beau livre, parce que je crois qu'il y a une partie de la gauche qui devrait relire des livres. Ce serait bien. Ce serait très sain pour l'esprit. Alors, j'en recommande un, très chaleureusement, d'un historien qui était au départ spécialiste de l'histoire, la Rome antique, et ensuite qui s'est intéressé à la République, et qui est mort maintenant depuis de nombreuses années, qui s'appelait Claude Nicollet, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'idée républicaine en France. Alors, c'est un bouquin chez Gallimard, 1982, on peut le trouver, et il explique dans la préface que la nation est un mot voyageur. C'est un mot qui n'a eu de cesse de circuler de droite à gauche, de gauche à droite, sans appartenir à une famille. Ça s'appelle apprendre l'histoire. Hein, c'est bon, passer le bouquin, c'est possible. Donc, la nation a été diabolisée. La nation, à la française, ça ne veut pas dire que les Français n'ont pas été coupables de racisme, n'ont pas eu des erreurs dans l'histoire. Mais la conception, c'est la nation contrat contre la nation génie. C'est-à-dire la nation qui accueille l'autre, qui explique pourquoi la France, même s'il est dur d'avoir des titres de séjour, c'est le pays en Europe qui accorde, à part certaines périodes, le plus facilement la nationalité qu'ailleurs, et que c'est une nation qui n'est pas fondée sur le droit du sol, qui est fondée sur le droit du sol et pas sur le droit du sang, et que l'idée de la nation, elle est dite avec ambiguïté, certes, dans la conférence de 1882 de Renan, qui dit que c'est un vouloir vivre ensemble, c'est à la fois un passé, et on peut tout à fait être national sans avoir envie de tuer frère, père, mère, et être tout à fait ouvert pour un véritable cosmopolitisme qui n'est pas un cosmopolitisme de courant d'air ou d'aéroport. Bien. Eh bien, et la gauche a remis entre les mains du Front National l'idée de nation, elle lui a remis entre les mains l'idée de laïcité, elle lui a remis entre les mains l'idée de la République. Et en plus, elle s'est retrouvée toute nue, et elle a dit « oui, on va faire de la modernisation, je sais pas quoi, s'adapter à la mondialisation », et les gens les ont dégagés sainement. Voilà. Donc, le premier travail, chers amis, je vous le dis, même si je ne suis pas en politique, je n'ai pas l'intention d'y aller, croyez-moi, eh bien, que fondamentalement, nous-mêmes, nous acceptons les cages dans lesquelles nos adversaires nous y mettent, même nous-mêmes quand on parle ici entre nous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci. Alors, c'est possible juste de rebondir. Voilà, juste les débatteurs sont là. D'accord. Juste très rapidement, en fait, par rapport... alors, moi, je trouve que les réponses sont très construites, mais on peut, évidemment, là, je vous ai écouté. À un moment aussi, je crois qu'il faut mettre... là, voilà, je vous parlais de Renan et des ambiguïtés de Renan. Bon, déjà... Non, mais déjà,
des ambiguïtés de Renan, c'est-à-dire ne pas euphémiser. Je pense qu'il faut se mettre d'accord là-dessus. D'ailleurs, on a déjà eu ces discussions sur Renan, sur l'idée de la nation. Voilà, Renan qui développe une... Il ne s'agit pas de faire de ce personnage lui attribuer plus de morale, je sais très bien qu'est-ce qui traîne derrière lui, c'est pas ça. Mais c'était juste pour l'idée du principe d'une nation ouverte. D'accord, on va mais comme en fait, je pense que vous répondiez à monsieur qui parlait de l'antiracisme, à un moment, voilà, savoir dire que le discours de Renan, ça va au-delà de l'ambiguïté. C'est un discours raciste. Moi, je voulais dire quelque chose parce on dit que les Français n'ont pas de mémoire. Il y a quand même des textes fondateurs qui ont été complètement squeezés avec l'histoire de l'arrivée des Américains, par exemple. C'est le programme du CNR. Ça a regroupé des gens de droite et de gauche, ils n'en avaient rien à foutre, et ils étaient dans le même état d'esprit qu'on est, nous, vis-à-vis de l'Union européenne. Parce que moi, je ne dis jamais l'Europe, je dis l'Union européenne. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a un texte qui aurait pu être très important et qu'il faudrait qu'on remette à l'heure. Il est juste mentionné dans l'Avenir en commun, c'est la charte de la Havane. Parce que là, il suffit de se pencher sur ce texte. Moi, j'ai un texte qui a été fait par Jacques Okonoff, qui est intelligent. Le mec est barge, mais il est intelligent son texte. Je sais, j'ai été dans son mouvement, je l'ai écouté. Voilà. Mais les idées sont excellentes et l'analyse qu'il en fait sur quelques pages, je mettrai le lien sur le site. Voilà, on peut construire alors quelque chose qui serait, je sais pas, un feuilleton comme le village français, sur ce qui s'est passé à ce moment-là, et on démarre une nouvelle aventure du peuple français. Voilà. Je pense que le CNR, quand je disais tout à l'heure... Non, il y avait des gens... Il y avait de tout. Attendez, on va finir le débat après. On dit votre conclusion et ensuite Juste rapidement, je voulais répondre parce qu'il y avait une question qui était dans le technique. Claire, tu me posais une question sur la question de la monnaie. Je te remercie parce qu'effectivement, moi, ce que j'avais en tête concernant la monnaie commune, c'est effectivement de se mettre autour de la table avec des gens qui sont déjà engagés, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance politique, ça rejoint un peu ce qu'on est en train de dire là, qui sont engagés dans la construction d'un nouvel ordre monétaire mondial, donc notamment les BRICS, qui, tu l'as très bien dit tout à l'heure, sont justement en train de voir comment est-ce qu'on peut réussir à affranchir les échanges internationaux du chantage au dollar qui a étouffé pendant un certain temps le Venezuela, qui est en train d'en sortir d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, depuis qu'ils ont commencé à en sortir, on n'en parle plus du Venezuela. Ça, c'est intéressant. Donc je pense que vraiment, on a tout intérêt, justement, nous, en tant que Français, à poser la question de comment est-ce qu'on pourrait articuler notre politique monétaire, non pas seulement avec nos voisins européens, mais également avec ces pays-là. Parce qu'avec eux, je pense qu'on a de bonnes chances de pouvoir construire quelque chose qui soit de l'ordre d'un nouvel ordre monétaire mondial. Par contre, alors, juste sur une autre question, alors sur la question de la dépréciation, je pense qu'on a besoin que la monnaie française soit dépréciée. On a besoin au moins de 25-30, je parle sous le contrôle de Frédéric Farah, au moins 25 ou 30% de dépréciation là tout de suite, parce qu'on souffre en fait d'une surévaluation de notre monnaie, notamment face aux Allemands en fait, et accessoirement face au dollar. Alors là, on a besoin justement de laisser fluctuer notre monnaie sur le marché d'échange. Mais en fait, assez rapide, et il faut assortir en fait cette fluctuation d'un contrôle d'échange, ce qui veut dire qu'on va avoir une convertibilité limitée. Par contre, va se poser assez rapidement la question, qui s'était posée d'ailleurs du temps du SME, de la crédibilité monétaire de la France. Est-ce qu'on va à un moment donné devoir s'arrimer aux marques, comme ça a été le cas pendant un certain temps, ou est-ce qu'il va falloir aller se trouver une monnaie à laquelle on doit s'accrocher pour être crédible auprès des investisseurs internationaux? Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de ces considérations, justement, en promouvant la monnaie commune. Parce qu'on est infiniment plus puissant à 15 ou 20 pays européens représentant la première puissance cumulée mondiale, face aux spéculateurs, j'entends, que seul dans son coin, avec son franc, sa lire ou sa peseta. Donc je pense que pour le coup, si on veut s'éviter d'avoir à lutter contre les spéculateurs ad vitam sur les marchés, comme ont pu les faire les Suisses, comme ont pu le faire les Suisses par exemple il y a quelques années, il faut justement qu'on construise un commun monétaire à l'échelle du continent. Et à mon sens, c'est ce que ça va nous permettre. Non, il va falloir une monnaie commune. Et ça, c'est fondamental à comprendre, hein, la différence entre la monnaie commune et la monnaie unique. Voilà, donc on remercie nos intervenants. Donc, ils restent ici. Donc, on peut rester ici. Ils sont là. On est innocents. On suit les discussions autour d'un verre. On va installer des tables pour que tout le monde puisse se mettre. Et donc, voilà, vous avez tout le monde. Vous avez les documents. Si vous avez des questions, on reste là. N'hésitez pas à poser vos questions, à envoyer des messages aussi sur le net. Et à poursuivre les débats.